rappelez de Blackview qui fait des mini PC? Eh bien, ils m'ont proposé de tester un autre modèle. Ma pire introduction. Bref, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sponsorisée. La dernière fois, j'avais déjà fait une sponsor avec Blackview. Ils m'avaient envoyé ce mini PC, le MP200, pour que je le teste. Je l'avais trouvé plutôt intéressant, notamment pour faire du montage vidéo. Et visiblement, le test que j'ai fait leur a plu, étant donné qu'ils m'ont recontacté pour que je teste un PC qui est encore plus petit. Et le modèle qu'ils m'ont proposé de tester, il s'agit du MP80. Et déjà que le MP200 était vraiment petit, eh bien ce MP80 est beaucoup plus petit que ce PC là. C'est tout bonnement le PC le plus petit que j'ai jamais testé. Parce que le MP80, regardez ça, il tient tout simplement dans le creux de ma main. Donc vraiment, quand ils m'ont contacté pour un autre test, ils ont vraiment piqué ma curiosité avec ce format vraiment miniature. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve pour une vidéo de test. Mais avant ça, je vais vous présenter la bête, on va voir ce qui se cache dedans et on se retrouve juste après. On attaque par un petit unboxing et on retrouve l'emballage très sympathique que l'on avait déjà avec le MP200. Et encore une fois, même si c'est pas ça qui va améliorer réellement le produit en lui-même, ça fait toujours plaisir. Une fois ouvert, on tombe directement sur le mini PC. Et il est vraiment incroyablement petit, exactement comme... Bref, il est vraiment tout petit et c'est extrêmement surprenant parce que même si on le voit en image, on se rend vraiment pas compte à quel point ça fait vraiment tout petit. Juste pour que vous fassiez une meilleure idée de sa taille, j'ai mis à côté un processeur Pentium 3 en cartouche. Et ils font plus ou moins le même gabarit. Je trouve ça vraiment fou parce que ce PC, il tient littéralement dans le creux de la main. Après, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un design aussi compact? Ça, on essaiera de le déterminer un peu plus tard. Mais bref, reprenons le déballage et pour la suite, on retrouve un tout petit livret qui est très succinct. On a ensuite un câble HDMI qui est assez court, mais vous allez voir que c'est pas vraiment un défaut avec cette machine-là. On retrouve ensuite une petite alimentation externe. Ils ont ensuite mis une pochette qui contient de la visserie et cette visserie, elle va avec cette petite plaque de métal qui nous permet tout simplement d'accrocher le PC à l'arrière d'un écran. En fin de compte, cette plaque, elle est au standard VESA, ce qui fait que l'on peut fixer cette plaque à l'arrière des écrans compatibles, ce qui permet donc de vous faire un espace de travail tout simplement clean où votre unité centrale, elle est tout simplement fixée à l'écran. Donc ça, je trouve que c'est vraiment plutôt cool pour avoir un espace de travail qui reste propre sans avoir des câbles de partout. Avant de démonter la machine, on va parler un petit peu de la configuration qu'elle embarque et de son design. Ce PC est fabriqué autour d'un processeur Intel N95. Il s'agit de processeurs qui sont faits pour de l'ultra portable et celui-ci, il embarque 4 cœurs pour 4 threads avec une fréquence turbo maximum de 3,4 GHz. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sous la micro-architecture Alder Lake, mais ce qui m'inquiète, c'est que généralement quand on a des dénominations N du côté d'Intel, ça ne signifie absolument pas performance. Car il s'agit en général de processeurs qui sont faits pour consommer extrêmement peu, ce qui est plutôt pertinent dans le cas d'un PC portable, mais ce PC n'en est pas vraiment un. Bref, on verra ce que ça donne dans les tests. En ce qui concerne la mémoire utilisée pour ce PC, il s'agit de la LPDDR5 et on en a 12 Go. Pour ceux qui ne connaissent pas, la LPDDR, là aussi, il s'agit de mémoire qui consomme extrêmement peu. C'est de la mémoire que l'on rencontre généralement dans les téléphones portables par exemple. Pour ce qui est de la quantité 12 Go, ça m'interpelle un petit peu, c'est pas spécialement commun comme valeur. Et pour ce qui est de la fréquence, je n'ai pas l'information. Pour l'instant, on va essayer de déterminer ça avec CPU-Z quand j'aurai fait mes tests. Et concernant le stockage, le modèle que j'ai embarque 256 mégas en SSD M.2. Et enfin, pour finir, on va parler de la partie graphique de ce PC. Bien entendu, il n'embarque pas de carte graphique. On est tout bonnement sur le iGPU du processeur qui est un Intel UHD. Et pour le design, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que comme ça, à nu, ça a plutôt de la gueule. Surtout quand il est allumé, comme vous pouvez le voir, on a des LED bleus qui donnent un espèce de halo bleu autour du boîtier, ce qui est très sympa. En revanche, ça devient beaucoup moins sympa quand on commence à brancher des choses dessus, étant donné que le PC est tout petit et que l'on a de la connexion sur quasiment toutes les phases du PC, eh bien ça fait très vite brouillon avec les câbles. Donc vraiment, clairement, pour moi, ce PC, il est vraiment fait pour être attaché à l'arrière de l'écran. Ça évitera que ça soit vraiment trop le bazar sur votre bureau. Pour ce qui est de la connectique, je pense que vous l'avez vu dans les images qui défilent depuis tout à l'heure, ce PC embarque 3 ports HDMI, 3 ports USB 3. Il y a aussi 2 ports RJ45, mais il faut savoir qu'on a une carte Wi-Fi et Bluetooth intégrée dans la machine. Et pour finir, on retrouve une prise jack pour brancher des écouteurs par exemple, et bien entendu, le connecteur d'alimentation. On passe maintenant à une séquence de démontage pour essayer de voir un petit peu la conception interne de cette machine, parce que je suis vraiment curieux de découvrir comment ils se sont débrouillés pour faire quelque chose d'aussi compact. Et en réalité, je vais pas vous montrer grand chose de ce démontage parce que dès les premières secondes, on se rend compte que finalement, eh bien, ce PC, il a pas du tout
tout été conçu pour être démontable. Les premières vis sont cachées par des pads collés au-dessous du PC, et en plus d'être vissés, on a des petits clips qui maintiennent le tout, donc il y a pas mal de chances de faire de la casse si on n'est pas hyper soigneux au démontage. Une fois qu'on a démonté les deux capots, on tombe nez à nez avec le système de refroidissement qui est très compact et qui est tout à fait similaire au genre de refroidissement que l'on a sur les PC ultra portables. C'est vraiment tout petit, mais en même temps on n'a que 15 watts à dissiper avec cette machine. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas vraiment de filtration pour la poussière, et ce genre de système de refroidissement a tendance à très vite se colmater avec la poussière. En plus de ça, le démontage est assez fastidieux, donc à long terme c'est pas un super bon point parce que la poussière va entraîner de la chauffe, ça c'est sûr et certain, ce qui fait qu'à un moment ou un autre il faudra le démonter, et ça va vraiment causer des soucis aux utilisateurs les moins avancés de cette machine. De l'autre côté, on retrouve le SSD M.2 de 256 Go, et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il est amovible. Il est donc techniquement possible d'augmenter la quantité de stockage de ce PC. Et juste en dessous, on retrouve la petite carte Wi-Fi et Bluetooth qui nous sert donc pour ce PC. En revanche, pour la mémoire RAM, elle est soudée directement sur la carte mère, ce qui fait qu'il n'y aura pas vraiment d'upgrade possible. Vraiment, je reste bluffé par la petite taille de cette machine, ça tient littéralement dans le creux de la main. Si je compare avec mon téléphone, regardez ça, mon téléphone est carrément plus gros que ce mini PC. Donc malgré tout, il y a quelques petites choses qui sont intéressantes sur ce mini PC par rapport au MP200. Déjà, il embarque un peu plus de mémoire, même si on est sur de la mémoire LP, donc avec faible consommation, qui est quand même moins performante que la mémoire classique, on va pas se mentir. On a malgré tout un processeur, même si c'est un 4 core 4 threads qui est sous la micro-architecture Alder Lake. Donc on s'attend à un minimum de performance, même si on va pas se mentir, on n'est clairement pas sur un PC qui est là pour casser la baraque. D'ailleurs, dans leur marketing, Blackview, ils sont pas menteurs, ils nous vendent un PC qui est fait vraiment pour travailler. Donc vraiment, c'est un PC qui est plutôt fait pour de la bureautique ou encore du multimédia. En tout cas, je trouve ce format plutôt atypique et assez surprenant, même si pour la connectique, on l'a vu, c'est pas parfait. Vraiment, avoir de la connectique sur 3 faces, c'est pas hyper pratique pour ce qui est de l'ergonomie, et du coup, ça vient entacher un petit peu le design qui est malgré tout plutôt cool. Bon, même si c'est un peu basique, on est sur un cube, les petites LED en dessous font quand même leur petit effet. Bref, on va passer à quelques tests et on se retrouve après pour conclure. On fait un petit tour sur GPU-Z et CPU-Z, ça nous permettra d'avoir quelques infos concernant ce PC. Sur GPU-Z, on apprend quelques trucs intéressants, tels que la génération de l'Intel UHD qui est Grace Mount. Autre chose intéressante, ça se situe au niveau des fréquences sur le bas de la fenêtre. On a une indication concernant la fréquence de la mémoire à 1600 MHz. Étant donné qu'il s'agit d'un iGPU, il va utiliser la RAM du processeur, étant donné qu'il n'y a pas réellement de VRAM. On peut donc en conclure que les 1600 MHz sont sûrement la fréquence maximum de notre RAM. Du côté de CPU-Z, ça confirme un peu ce qu'on savait déjà concernant ce processeur Intel N95. On est sous la micro-architecture Alder Lake avec un TDP de 15 watts, ce qui est vraiment très peu. Bref, j'ai pas beaucoup plus à dire concernant le processeur. On va directement aller voir du côté de la mémoire et on voit qu'on a bien 12 Go. En revanche, on n'a aucune information en plus. Et dans l'onglet SPD, on nous indique que la marque des puces mémoire est Samsung. Concernant la quantité de mémoire qui est un petit peu énigmatique, je suis allé voir du côté de Intel pour avoir plus d'informations, et on remarque que le Intel N95 n'a qu'un seul canal mémoire. Ça expliquerait pourquoi ils sont pas embêtés à mettre des valeurs classiques telles que 8 ou 16 Go. Étant donné qu'on n'a qu'un seul canal mémoire, on peut associer 8 Go avec 4 Go pour avoir 12 Go. On s'en fout un peu vu que de toute manière avec ce processeur, il n'y a pas de dual channel. Quitte à être sur CPU-Z, j'ai lancé le petit benchmark intégré en l'opposant à Intel i7 2600K, et on peut voir que soit en mono ou en multithread, ce processeur N95 fait moins bien. D'après CPU-Z, on aurait donc un processeur qui a des performances qui sont un petit peu en dessous des i7 d'il y a 10 ans. C'est quand même pas incroyable. On va continuer les tests de calcul brut de ce processeur avec Cinebench R15. Étant donné que j'ai déjà testé beaucoup de processeurs sur ce benchmark, ça nous permettra de vraiment se faire une bonne idée de où se positionne ce processeur concernant ses performances. Et il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que si on regarde l'onglet de CPU-Z, on n'est pas sur la fréquence boost du processeur, quand bien même on est en train de le solliciter très fortement pour ce benchmark. Le processeur est censé pouvoir monter jusqu'à 3,4 GHz, mais on reste à 2,7 GHz. C'est pas tout à fait normal quand même. Il faudra donc que je vérifie bien les températures de fonctionnement juste après. En attendant, on va parler du résultat que j'ai eu sur Cinebench. Ce processeur a donc fait un score de 407 points. Il fait un petit peu moins bien qu'un i5 760 qui avait sorti 433 points, mais qui lui était overclocké. En revanche, si on compare au i7 930 qui fait partie des tout premiers i7 que l'on a pu avoir, il a sorti 457
7 points sans overclocking, alors que ce processeur à l'heure actuelle, eh bien, il a déjà 13 ans. Donc vraiment, ça confirme un petit peu ce que l'on a eu sur CPU-Z, ce processeur n'est clairement pas un foudre de guerre. Maintenant, je vais faire un test sur Cinebench R23. Le but ne va pas être de voir les performances de ce processeur dans ce test-là, mais juste de voir si on a du thermal throttling. Je l'ai laissé tourner un long moment jusqu'à que la température se stabilise, et elle se stabilise entre 67 et 68 degrés. Donc clairement, le système de refroidissement est suffisant pour éviter le thermal throttling. Et d'ailleurs, tant qu'on parle du système de refroidissement, même à pleine charge, il reste très silencieux, et ça c'est plutôt positif. Vraiment, je trouve que sur Cinebench R23, ne pas dépasser les 70 degrés, c'est vraiment pas mal du tout. Car c'est un benchmark qui a tendance à faire énormément chauffer les processeurs, et là en plus on est dans un format très compact, donc j'avais un petit peu peur que le refroidissement soit limite. Par exemple, dans mon test du MP200, on avait clairement du thermal throttling, étant donné qu'on était trop limité à cause du format compact de la machine, ce qui fait qu'on montait très haut en température. Mais bon, cette fois-ci, pas de problème, en même temps on n'a que 15 watts à dissiper, ça aide pas mal. Maintenant qu'on a fait quelques tests en benchmark, on passe aux tests en pratique. Je vais faire les mêmes que j'avais pu faire pour le MP200. Ça nous permettra donc de comparer avec celui-ci. J'ai donc commencé par une modélisation en 3D sous Fusion 360. Il est tout à fait possible d'utiliser Fusion 360 avec cette machine-là, mais par contre, au niveau de l'expérience d'utilisation, c'est pas vraiment l'idéal. MSI Afterburner me permet pas de réellement mesurer le nombre d'images par seconde que j'ai avec ce programme, mais on sent quand même que l'on manque de puissance. D'ailleurs, au démarrage, le programme lui-même nous dit attention, ce PC est peut-être un petit peu limite. Je me suis pas lancé sur des gros projets là-dessus, hein. Le but c'est juste de faire un petit test. J'ai ouvert un des projets qui existait déjà avec plusieurs pièces en 3D. On va dire que c'est limite, mais c'est possible de travailler sur Fusion avec ce PC. On passe maintenant sur OpenShot vidéo pour voir ce que ça donne en montage vidéo. Sur le programme en lui-même, le montage se fait relativement bien, c'est pas hyper réactif. Et par expérience, quand on a des vidéos qui commencent à être longues, même avec des plus gros processeurs, le programme devient quand même sacrément lourd. Donc je ressens déjà quelques petits ralentissements alors que j'ai juste monté une séquence de 25 secondes. Donc clairement, hein, contrairement au MP200 où j'avais carrément fait le montage d'une partie de la vidéo du test de ce MP200, eh bien je vais pas réitérer l'expérience avec ce PC là, étant donné que clairement là aussi il est plutôt limite. Et pour ce qui est de l'encodage vidéo lors de l'exportation, eh bien là aussi c'est pas la folie, hein. On a plus ou moins 10 images par seconde qui sont calculées, si bien que l'exportation d'une vidéo d'à peine 25 secondes m'a pris plus d'une minute. Juste pour vous rappeler, avec mon test du MP200, j'avais fait un montage qui était bien plus complexe et j'arrivais à exporter à 40 images par seconde en général. Donc clairement, si je voulais par exemple exporter une vidéo de 20 minutes avec des effets de montage, avec des effets de flou, des choses comme ça, l'exportation aurait duré une éternité, sans parler du montage en lui-même qui aurait été compliqué, étant donné qu'avec déjà une vidéo de 25 secondes, le PC n'était pas hyper réactif. Avec ce PC, on est censé avoir plus ou moins le même iGPU que ce que l'on avait sur le MP200, donc même s'il n'est clairement pas fait pour du jeu vidéo, on va voir tout de même de quoi il est capable. On fait donc un passage sur le benchmark Sanctuary pour pouvoir comparer avec le MP200. Vous le voyez hein, sur ces images, il est capable de produire entre 30 et 40 images par seconde, ce qui est pas très glorieux. Je suis sur la version DirectX 9 de Sanctuary qui fait pas vraiment de cadeau pour les chipsets Intel. Bref, je vous affiche directement le résultat. On peut voir qu'on a une moyenne à 35,9 images par seconde, donc vraiment c'est pas incroyable. En même temps, il est clairement pas fait pour du jeu vidéo, donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Maintenant, si on compare dans le tableau, ça joue pas vraiment en sa faveur non plus. Si on compare avec le Intel 11400H du MP200, on a quasiment 20 images par seconde d'écart, ce qui donne un petit peu plus de 50% de performance en plus pour le 11400H. La carte graphique qui se rapproche le plus des performances de ce iGPU, c'est tout simplement la ATI X1950 XTX, une carte qui date de 2006. Pour voir le comportement du PC, j'ai aussi testé sur quelque chose de plus moderne avec CSGO. Connaissant la faiblesse de ce genre de chipset sur DirectX 9, ça nous permettra de voir comment ça tourne sur DirectX 11. Et concernant les réglages, vous le voyez, on est en 1920 par 1080 avec tous les réglages au minimum. Pour une raison qui m'échappe, MSI Afterburner ne fonctionne pas sur CSGO, donc vous aurez juste le compteur d'images par seconde de Steam. Et au niveau des performances, c'est pas si mal que ça en termes de framerate, on est entre 30 et 45 images par seconde. En revanche, l'expérience de jeu est pas hyper agréable, je pense que c'est principalement à cause du processeur qui nous limite pas mal. À partir du moment où je commence à tirer, qu'il se passe des choses, eh bien le framerate a tendance à baisser. Ce qui fait que dans les moments les plus critiques, on a tendance à tomber entre 25 et 30 images par seconde. Donc l'expérience n'est pas vraiment agréable en jeu vidéo avec cette machine, mais en même temps, je le rappelle et je le martèle, ce PC n'est absolument pas fait pour ça.
Il est venu le temps de conclure avec ce mini PC MP80 de Blackview et on va commencer par les points positifs. On a vraiment un PC qui est tout petit et c'est assez surprenant, mais vous allez voir que c'est un point positif mais à la fois négatif. On va dire que c'est plutôt pratique si vous avez une vie qui est plutôt nomade, que vous partez par exemple en voyage. Vraiment ça rentre de partout, ça prend pas beaucoup de place et ça pourrait vous permettre d'avoir un PC pour de la bureautique, du multimédia que vous pouvez brancher sur une télé par exemple si vous partez en week-end régulièrement. Son format aussi, comme j'ai déjà dit, s'intègre très bien dans un espace de travail. On peut le fixer à l'arrière de l'écran, ce qui évite d'avoir des câbles un petit peu de partout autour qui soient trop visibles. Vous l'accrochez derrière l'écran, et bien tous ces câbles là ils deviennent du coup invisibles. C'est pour ça que je vous disais que même si le câble HDMI qui est fourni il est assez court, et bien c'est pas très grave parce que vous pouvez l'accrocher à l'arrière de l'écran et vous n'avez pas besoin de plus de longueur pour pouvoir le brancher sur l'écran. Il consomme extrêmement peu, 15 watts maximum, c'est vraiment pas grand chose, et du coup il chauffe assez peu et ça permet d'avoir un système de refroidissement qui est plutôt silencieux, il est quasiment inaudible. Et enfin, pour ce qui est des performances, clairement ce n'est pas une fusée ce mini PC, mais en même temps pour le public qui est visé, eh bien il n'y a pas vraiment besoin de plus. On a largement assez de performances pour faire de la bureautique ou encore du multimédia. Il vous permettra de regarder vos vidéos sur internet ou sur les plateformes de streaming, ou même encore en branchant directement votre disque dur, vous pourrez regarder vos films qui sont stockés dessus sans problème. Surtout que là aussi son mini format il aide pas mal parce qu'il vous permettra de vous l'intégrer dans un meuble télé et donc de l'utiliser comme PC branché à la télé, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour les points positifs, maintenant on va parler des points négatifs. Je vous disais que son petit format est un avantage mais aussi un défaut. Je vous montre un par rapport au MP200 qui était déjà pas bien gros, et bien ce mini PC MP80 il fait à peu près un quart de ce MP200. Mais par rapport à ce format là de mini PC, est-ce que ça apporte vraiment plus d'avoir un PC aussi petit? Eh bien j'en suis pas vraiment convaincu. C'est-à-dire que le MP200 avec cette taille là, il permet de mettre des composants qui chauffent plus parce qu'on peut mettre un meilleur refroidissement à l'intérieur. Typiquement le MP200 il a un i5 11400H qui s'en sort plutôt bien. Le deuxième problème c'est que vous l'avez vu, à part changer le SSD pour en mettre un petit peu plus gros, eh bien on peut pas changer grand chose là-dessus. Surtout que le démontage du coup il est assez fastidieux et je le conseillerais pas aux gens qui sont pas spécialement habitués à démonter ce genre de truc. Alors qu'avec un gabarit un petit peu plus gros tel que le MP200, c'est une très bonne comparaison, eh bien on peut le démonter très facilement et en plus de ça on a de la place pour ajouter facilement du stockage en plus. On l'avait vu, il y a un logement pour mettre un SSD en format SATA et surtout on n'a pas de la mémoire RAM qui est soudée sur la carte mère, donc même s'il embarque 8 Go à la base, on peut facilement rajouter une barrette de RAM. Et même si par exemple ce format là est bien plus gros, et bien finalement il est suffisamment petit pour être caché derrière un écran lui aussi et être utilisé lors d'un voyage très facilement. Donc finalement le format de ce MP80 par rapport à un des PC à peine plus gros, il apporte pas tant que ça et surtout ça apporte quand même beaucoup de défauts, notamment l'évolutivité qui me dérange un petit peu. Et maintenant on va parler des performances. Clairement avec ce genre de machine là vous pourrez pas vraiment faire des applications vraiment lourdes. On l'a vu, pour le montage vidéo c'est assez limite et pour les exportations vidéo eh bien c'est très long. On a un processeur qui est sous la microarchitecture Alder Lake, donc qui est très récent, et malgré tout on se trimballe des performances qui sont dignes des processeurs haut de gamme qu'on avait il y a plus de 10 ans. Et maintenant on va parler du prix, même si c'est un petit peu dans la moyenne des prix que l'on peut avoir pour ce genre de machine, et bien je trouve que ça reste assez élevé pour les prestations qu'il offre. Au moment où je tourne ces images, on peut le trouver autour de 200 €. Il est possible que comme pour le MP200 à la sortie de la vidéo, il y ait une réduction qui apparaît sur ce mini PC, mais bon pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour le mot de la fin quand même, je serai pas si sévère que ça avec ce MP80, disons qu'il conviendra au public visé par le marketing de Blackview, c'est-à-dire un public qui est pas là pour faire du jeu vidéo ou encore des applications lourdes, c'est vraiment fait pour faire de l'internet, de la bureautique ou encore du multimédia. Donc vraiment je vous le conseillerais seulement pour faire de la bureautique dans un espace de travail où vous voulez pas avoir une unité centrale qui vous dérange, ou encore dans un meuble télé branché directement à votre télé. Vous branchez un clavier sans fil avec un petit pad dessus, ça vous permettra de consulter les réseaux sociaux, de regarder les films sur les applications de streaming directement sur votre télé, et ça c'est plutôt pas mal. Donc même si il est pas très performant, avec ce petit MP80 il y a quand même moyen de faire des choses intéressantes. Allez, on arrive à la fin de la vidéo, donc si le Blackview MP80 vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour dans la description pour regarder le lien Linktree. Vous y trouverez les réseaux sociaux, le Twitch, le Discord ou encore la boîte mail si vous avez envie de me contacter. Allez, on arrive à la fin. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.